Bonjour, François Bouteille, je vais vous présenter le cours Air Profil vapeur, c'est le vapeur 5. J'espère pas me tromper dans ces numéros. Le cours sur la vapeur que nous avons commencé portait sur en fait schéma et mesure. Et nous allons maintenant préciser un peu à quoi ça a pu servir dans le passé, à quoi ça pourrait vous servir aussi d'avoir des démarches similaires. Donc on a regardé, on a examiné depuis le début un schéma très simple, un site peut-être agroalimentaire, avec une activité de cuisson, un besoin, un usage de la vapeur pour l'eau chaude process, c'est-à-dire que la vapeur est utilisée à travers un échangeur thermique pour produire de l'eau à 100 degrés. Et enfin, une installation de chauffage. Voilà. Il y a une chaudière qui assure la production de vapeur pour ces trois usages. Elle reçoit du gaz, elle reçoit de l'eau produite par un traitement d'eau, et également de l'eau qui a pu être récupérée sous forme de recyclage de condensat. Le réseau ne nous intéresse pas trop. On dimensionne les réseaux de vapeur en général pour que la vapeur aille assez vite dans les tuyaux, sans aller jusqu'à éroder les tuyaux. Souvent, c'est des dimensionnements qui sont à peu près à 20 mètres par seconde comme vitesse. Voilà, la cuisson ne récupère pas d'eau. On peut avoir un peu d'électricité consommée sur la chaudière elle-même, pour le ventilateur. On peut avoir un peu d'électricité consommée sur certains dispositifs de traitement d'eau. Il peut y avoir des pompes sur des osmoseurs. Et là, nous allons préciser un point. Vous voyez, on va dire voilà l'eau chaude process. Eh bien, vous avez une petite pompe qui va alimenter toute une série d'utilisateurs d'eau chaude process. Là, je les ai mis bien rangés, mais très souvent, il faut savoir que ce genre d'installation est extrêmement complexe. Il y a des systèmes de bypass, à chaque fois, il y a des installations anciennes, quelquefois, qui sont partiellement récupérées. Donc, ici, je représente donc le circuit d'eau qui retourne à l'échangeur thermique, qui lui donne de la chaleur. Donc ça, c'est l'échangeur thermique. Je l'ai dessiné de manière un peu rapide. Vous voyez, ça, c'est l'échangeur thermique. Pas terrible, mon échangeur thermique. Et donc, le chauffage, on pourrait imaginer que le chauffage soit fait directement par la vapeur dans des aérothermes. Vous voyez, c'est ce qu'on utilise pour chauffer certains locaux industriels, ça existe encore. Ou alors pour chauffer de l'eau, de la même manière à travers un échangeur, pour alimenter des radiateurs. Voilà. Voilà un peu le genre de situation qu'on rencontre souvent. Alors, on a vu que on allait sans doute mesurer le gaz, vous voyez, parce que c'est la dépense, c'est le point essentiel. Si on doit faire des économies parce que tout d'un coup, comment dirais-je, le gaz un jour pourrait devenir plus cher, vous voyez, il pourrait même y en avoir moins si les approvisionnements de l'Europe sont limités, c'est des choses qui pourraient arriver. Là, j'espère, on est en septembre, en début septembre 2014, et on ne sait pas très bien comment ça se passera en février. Espérons que ça se passe bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'utile ? On a donc une mesure de débit et de pression et de température à la sortie de la chaudière. On va mesurer la pression, même si ce n'est pas strictement indispensable, parce que c'est utile pour le diagnostic du primage. Donc on a vu ici le problème du primage. Le primage, c'est
souvent, suite à une grosse consommation par un utilisateur, par exemple le chaude process, éventuellement ça pourrait être la mise en service de l'atelier cuisson lui-même, vous voyez, qui provoquerait une chute de pression dans tout le réseau, parce que c'est une grosse consommation, vous voyez. Donc quand vous avez cette chute de pression, la pression qu'il y a dans la chaudière est inférieure à, comment dire, la quantité d'énergie déjà fournie à l'eau qui est dans la chaudière est supérieure à ce qui serait nécessaire pour ce niveau de pression nouvellement atteint. Vous voyez. Donc on a mis trop d'énergie dans la vapeur. C'est comme si tout d'un coup, on lui donnait, au lieu de faire bouillir votre eau tranquillement en lui apportant 500 watts, vous voyez, par une petite plaque de cuisson, tout d'un coup, vous lui mettez 500 kW, vous voyez, et votre pauvre eau se vaporise à une vitesse grand V. C'est le phénomène qui se passe. Ça a pour effet de faire monter le niveau dans la chaudière, vous voyez. Donc ça a pour effet, en général, d'arrêter la pompe. Donc là, il faut souvent mesurer le débit et puis s'assurer que quand vous avez ce problème de primage, la chaudière ne se vide pas trop d'eau. Vous voyez, il ne faudrait pas que les flammes soient en contact avec des tubes sans eau à l'intérieur, parce qu'à ce moment-là, ils pourraient brûler les tubes. Hein. Donc on a les points de mesure qui sont à l'entrée et à la sortie de traitement d'eau. C'est très difficile de mesurer ici le retour de condensat. Et je vais vous présenter deux ou trois idées pour, comment dirais-je, comprendre à quoi servent les campagnes de mesure et comment on peut réaliser une étude en vue de l'optimisation d'un système comme ça. Donc le primage, on en a parlé abondamment. Hein. On a vu que sa mesure n'était pas très difficile. Il est dû principalement à ce qu'on appelle le primage mécanique, c'est-à-dire à des prélèvements trop forts de vapeur qui font chuter la pression. Hein, quelquefois, ce sont des produits de traitement d'eau qui font en quelque sorte mousser l'eau de la chaudière. Mais pour moi, je n'ai jamais connu que des cas de primage occasionnés par des consommations instantanées beaucoup trop fortes. Donc le primage, on va en général le réduire simplement en évitant l'ouverture trop rapide des vannes. On va mettre en pression plus progressivement. Voilà. On va passer maintenant au deuxième type de l'eau chaude process. L'eau chaude process, on peut bien sûr mettre un débitmètre sur l'eau chaude process, comme on peut faire aussi pour le chauffage, vous voyez. Ça permet de savoir, de préciser. Donc nous, on mesure plutôt par microturbine à insertion. Dans des cas comme ça, la vapeur, ça ne se mesure pas par ultrasons, hein, ça c'est un point qu'il faut savoir. Donc c'est des mesures par insertion. On peut envisager de mesurer sur des diaphragmes existants, souvent il y a des diaphragmes. Il y a d'excellents débitmètres, des orifices variables qui ont une très grande étendue de mesure et qui sont très précis. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire sur le mesurage. Ce que je dirais, c'est que sur l'eau chaude process, les choses importantes se passent sur le circuit d'eau chaude. Voilà. Et là, le retour d'expérience de Romain, il a trouvé un certain nombre de défauts sur des installations. Moi, je les ai regroupés en trois groupes. Vous voyez. Par exemple, un client n'arrivait pas à faire monter en température une de ses cuves à double enveloppe pour chauffer un produit. Romain a découvert, après avoir examiné le schéma ici, qu'il y avait une interconnexion avec un autre réseau qui est un réseau d'eau froide, vous voyez, sauf erreur d'eau potable. Et la vanne qui devait servir à un moment du process était peut-être restée ouverte malencontreusement, peut-être une vanne automatique qui ne fonctionnait plus. Quoi qu'il en soit, il y avait à l'entrée de ce process particulier, au lieu d'avoir de l'eau à 105 degrés, il y avait un mélange d'eau froide et d'eau chaude, et ce mélange aboutissait à de l'eau à peu près à 60 degrés, ce qui fait que l'utilisateur, depuis plusieurs semaines, n'arrivait pas à monter en température. C'est un point qui a été découvert une fois par Romain, grâce à, comment dirais-je, simplement une initiative qu'il a prise de mesurer le débit sur cette vanne qui pouvait avoir, que les gens pensaient être fermée, mais qui n'était pas. Voilà. Donc, de toute manière, quand on voit une vanne comme ça, et puis on veut prouver ce qui se passe, une solution simple, c'est de mesurer ponctuellement en disant, voilà, ça prend une demi-heure de mettre en place un débitmètre et d'examiner un peu les résultats de mesure. Donc il a dû mesurer les deux débits qui se mélangeaient et puis montrer ce qui se passait de manière à confirmer. Romain a également trouvé, donc on est très fiers de son savoir-faire et de sa manière d'examiner les schémas. Vous voyez, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les schémas. Mais quand on fait des mesures, il faut être capable de passer un peu de temps au début pour savoir ce qu'on mesure et pas se précipiter. Donc normalement, il faut laisser un peu de temps à un ingénieur mesure qui comprenne ce qu'il mesure, sinon vous perdez l'avantage
quelquefois de découvrir pourquoi ça va très mal dans votre installation. Il a trouvé un jour un débit qui passait à travers le bypass qui était resté ouvert sur une vieille installation, rarement utilisée. Mais autant que je me souvienne, la pompe donnait, je ne sais pas moi, une cinquantaine de mètres cubeurs, et il y avait peut-être 30 ou 35 mètres cubeurs qui partaient dans le bypass et qui retournaient à l'échangeur sans être passés, donc qui n'étaient plus disponibles pour alimenter les machines suivantes. Voilà. Alors quand il n'y a que 2 ou 3 machines, là il n'y avait qu'une machine en bout de ligne qui n'arrivait pas à fonctionner, ça a été très utile. Quelquefois, on a ici même une vanne de décharge, vous voyez, qui peut être une vanne automotrice, quelquefois pas, vous voyez. Donc quelquefois, vous avez ici un débit qui rentre directement à la maison, sans aller dans le réseau, vous voyez. C'est des choses que moi j'ai trouvées. C'est pourquoi quelquefois on préfère mettre ces vannes tout à fait en bout de réseau ici, vous voyez. Mais quand elles s'ouvrent en bout de réseau, c'est aussi en kikinant, parce que ma foi, vous avez tout d'un coup plus assez, l'eau passe là où c'est facile, voilà, là où c'est facile. Voilà un peu comment, je dirais, on examine les installations d'eau chaude process. L'eau chaude process, l'élément important ici, c'est la complexité. La complexité fait que même des opérateurs consciencieux dans les usines, quand ils ont des installations vraiment un peu trop complexes, finissent par ne pas trouver... voilà. Il y a aussi une question d'affectation des postes. Vous voyez, le gars qui travaille sur ces postes-là n'est pas forcément autorisé à faire un tour pour trouver ce qui a pu être laissé en service ou ouvert malencontreusement sur une autre partie de l'usine. Voilà. Ensuite, le chauffage. Le chauffage, le point important, c'est de dire, voilà, premièrement, le chauffage répond en fait à un besoin. Le besoin est basé sur la température extérieure et dans une certaine mesure, quand même, bien sûr, sur l'activité des gens. Ça, ce sont le métabolisme des ouvriers qui travaillent. Selon le type de tâches qu'ils font, on aura besoin de plus ou moins de chauffage. Mais pour l'essentiel, c'est quand même le climat qui est en jeu ici, le temps qu'il fait, la météo. Le reste, c'est plutôt du process. C'est pas mauvais de les séparer. C'est pas mauvais de les séparer sur un plan analytique, parce que les indicateurs ne vont pas être les mêmes, vous voyez. Vous n'avez aucune chance d'avoir si vous arrivez à sortir le chauffage de l'ensemble, vous aurez facilement un bon indicateur de performance pour votre chauffage, pour savoir si le bâtiment est bien chauffé, parce qu'il y a même les normes qui vous permettent de calculer l'énergie nécessaire, théoriquement, même de manière réglementaire, pour un bâtiment. Pour chauffer un bâtiment en fonction des degrés jour, hein, donc de l'écart de température entre la température extérieure et la température qu'on souhaite avoir dans le bâtiment. Et d'autre part, si vous sortez le chauffage, vous aurez sans doute des indicateurs plus faciles à comprendre pour votre process, parce que vous pourrez mettre en relation la consommation de vapeur avec ce qui se passe dans votre process, que vous maîtrisez plutôt mieux et qui est en général bien instrumenté. Voilà. Vous maîtrisez ça certainement mieux que la météo. Les gens qui m'ont recommandé dans le passé de séparer le chauffage sont souvent des gens qui vendent des chaufferies et l'exploitation de ces chaufferies. Et je dirais que quand ils arrivent à sortir le chauffage, très souvent il y a une économie réelle qu'il faut reconnaître. Voyez, quand on a une installation chauffée à la vapeur, 90% du temps, 80% du temps, on arrive à faire un truc beaucoup plus économique en remplaçant la vapeur à 175 degrés par de l'eau tiède, enfin de l'eau chaude à 80 degrés, vous voyez, qui est beaucoup moins coûteuse en énergie, il y a moins de déperdition, moins de maintenance, moins d'investissement. C'est un système qui peut être très facile à externaliser, à sous-traiter. Ça peut présenter un intérêt énergétique et même organisationnel. Voilà. Alors quand on fait le bilan de ces 5 cours, je dirais voilà, les installations de vapeur, il y a une partie qu'on va essayer de supprimer, une partie qu'on va essayer d'améliorer. Hein, là, il faut améliorer cette histoire de primage. On va essayer quelquefois de réduire les consommations. Par exemple, vous voyez ici, si vous avez un bypass sur l'eau de chauffage, c'est du pompage. On peut réduire les consommations d'électricité de pompage, qui sont un élément important d'un circuit d'eau chaude. Hein. Donc là, on peut peut-être réduire un peu. Et pour la suite de ces cours, je dirais, une idée de base qu'on pourrait avoir, c'est bien évidemment d'approfondir chaudière, traitement d'eau, quelquefois quelques éléments comme les systèmes de cuisson, vous voyez, savoir dans quel cas on pourrait avoir une cuisson par micro-ondes et pas par vapeur, vous voyez, on utilise le séchage par micro-ondes dans le textile, qui remplace souvent la vapeur.
Voilà le genre de choses sur lesquelles on souhaitera avoir une coopération de gens qui voudraient travailler avec nous, que ce soit des industriels, des bureaux d'études, dès lors qu'on travaille dans un esprit d'indépendance, ça pourrait nous intéresser beaucoup et on apprendrait avec eux.